Salut, alors la question que j'avais envie de me poser là maintenant, c'était de savoir si le progrès devait-il être communautaire ou universaliste. Je vais tâcher d'y répondre avec vous après la lecture de ce texte. Si l'Orient et l'Occident avaient, chacun de son côté et indépendamment, élaboré des civilisations scientifiques distinctes, que seraient les formes de notre société et à quel point seraient-elles différentes de ce qu'elles sont? Voilà le genre de questions que je me pose habituellement. Supposons par exemple que nous ayons développé une physique, une chimie qui nous fussent propres. Les techniques, les industries fondées sur ces sciences eussent naturellement suivi des voies différentes. Les multiples machines d'usage quotidien, les produits chimiques, les produits industriels, n'eussent-ils pas été mieux appropriés à notre génie national ? Et peut-être n'est-il pas interdit de penser que les principes mêmes de la physique et de la chimie, considérés sous un angle autre que celui des Occidentaux, se fussent révélés sous des aspects différents de ceux que l'on nous enseigne aujourd'hui en ce qui concerne, par exemple, la nature et les propriétés de la lumière, de l'électricité ou de l'atome. Ignorant tout de la physique théorique, je ne fais en l'occurrence que laisser courir mon imagination. Pour les découvertes d'ordre pratique, toutefois, si nous avions suivi des directions originales, les répercussions en eussent été sans aucun doute considérables sur la façon de nous vêtir, de nous nourrir et de nous loger, ce qui va de soi, mais aussi sur les structures politiques, religieuses, artistiques et économiques, et l'on peut imaginer aisément, l'Orient étant ce qu'il est, que nous eussions trouvé des solutions radicalement autres. En voici un exemple très simple. J'ai publié naguère dans Bungein Shuju un article dans lequel je comparais le stylo et le pinceau. Eh bien, supposons que l'inventeur du stylo ait été un japonais ou un chinois d'autrefois. Il est évident qu'il l'aurait muni non point d'une plume métallique, mais d'un pinceau. Et ce serait non pas une encre bleue, mais quelque liquide analogue à l'encre de Chine qu'il se serait ingénié à faire descendre du réservoir jusqu'au poil de ce pinceau. Par voie de conséquence, les papiers de type occidental ne convenant pas à l'usage du pinceau, il fallut, pour répondre à une demande accrue, produire en quantité industrielle un papier analogue au papier japonais, une sorte de hanshi amélioré. Et si le papier, l'encre de Chine et le pinceau s'étaient développés dans cette voie, la plume métallique et l'encre occidentale n'auraient jamais connu leur vogue actuelle. Les partisans des caractères latins n'auraient trouvé aucune audience, et les idéogrammes et les kanas auraient été l'objet d'une prédilection unanime et puissante. Ce n'est pas tout, notre pensée, notre littérature elle-même n'aurait pas imité aussi servilement l'Occident, et qui sait, peut-être nous serions-nous acheminés vers un monde nouveau tout à fait original. Par ces quelques réflexions, j'ai voulu montrer que la forme même d'un outil d'apparence insignifiante pouvait avoir des répercussions presque à l'infini. Et si nous avions nous-mêmes inventé le phonographe ou la radio, il est probable qu'il serait conçu de manière à mettre en valeur les qualités propres à notre voix et à notre musique. Dans son principe, en effet, notre musique est caractérisée par une certaine retenue, par l'importance qu'elle accorde à l'ambiance, si bien que, enregistrée plus amplifiée par des haut-parleurs, elle perd une bonne moitié de son charme. Dans l'art oratoire, nous évitons les éclats de voix, nous cultivons l'ellipse, et surtout nous attachons une importance extrême aux pauses. Or, dans la reproduction mécanique du discours, la pause est totalement détruite. Et c'est ainsi que, pour avoir accueilli ces appareils, nous avons été amenés à dénaturer nos arts. Tandis que les Occidentaux, s'agissant par principe d'appareils inventés et mis au point par eux et pour eux, les ont évidemment, dès le départ, adaptés à leur propre expression artistique. Maintenant, réfléchissons un peu tous ensemble. À quoi veut répondre le progrès
sinon à la nécessité de combler un besoin se présentant à nous. Or, il est pertinent que, contrairement à ce que soutient le capitalisme mondialiste, nous n'avons pas les mêmes besoins. Il est légitime de réfléchir dans ce sens, plutôt que d'aller chercher l'innovation là où elle a déjà été élaborée. Pourquoi ne pas la développer de notre côté, avec nos savoirs, notre compréhension, notre vision de la réalité, nos contraintes de milieu, et permettre une intime appropriation de cette même création. Le milieu dans lequel nous évoluons est en effet ce qui caractérise principalement la naissance de nos besoins, qui, de par leur satisfaction, assurent survie, sécurité et plus largement un confort. Animal social, nous garantissons tout cela au travers de la communauté, le groupe où nous serions susceptibles de partager une grande partie des préoccupations et par conséquent des besoins précédant un réel progrès commun. Le progrès utile est alors ce qui vient maintenir la communauté et ses membres. Il est conséquence, conclusion et non élément nouveau auquel aucun manque n'avait alors fait appel. J'aimerais me risquer à étendre le problème jusqu'au progrès social. Ce dernier tend malgré tout vers un universalisme sans faille, pour preuve la création de droits universels de l'homme, d'organisations régissant un type d'individu à l'échelle de la population mondiale, de par une simple caractéristique, souhaitant paradoxalement un droit individualiste à l'échelle du monde. La promotion d'un modèle de société bien précis est ainsi promue plus qu'un autre, un parmi tant d'autres délaissés, relégués à la sous-culture face à la norme de l'idéal de politique mondiale. Prenons l'exemple du Japon, s'étant développé si longtemps seul en autarcie, suivant son propre progrès, ce dernier aujourd'hui mondialisé, démontre que la tradition et le progrès ne sont pas incompatibles. Le bon progrès est alors celui qui répond aux besoins de la communauté, du groupe, traitant avec les bases saines de ce qui la maintient, ce que l'on pourrait voir comme les traditions survivant à l'épreuve et la légitimité du temps. Enfin, si je me devais de conclure une telle réflexion sur cette religion du progrès, je dirais qu'il fait fi de l'équilibre en place, de l'homéostasie d'une société, d'une communauté. Arguant la volonté de libérer les hommes, il ne fait qu'instaurer de nouveaux dogmes, des idoles polymorphes. Ainsi, animiste que je serais susceptible d'être, le progrès n'est rien pour moi. La progression véritable reste celle de la nature, celle que l'on nomme évolution et sélection naturelle. Elles savent le plus stoïquement possible nous remettre à notre place sur l'échiquier, bien souvent celle du pion.